Saviez-vous qu'une rivière invisible et gigantesque, plus puissante que toutes les rivières de la planète combinées, coule sous la surface de nos océans, régulant de manière fondamentale la température et le climat de la Terre entière? Ce système colossal de courants océaniques est le grand moteur de notre climat, et sans lui, la vie telle que nous la connaissons serait radicalement différente. Nous parlons de la courante thermo-haline, un nom que vous n'entendez peut-être pas tous les jours, mais dont l'influence est si vaste qu'elle détermine l'habitabilité de continents entiers. C'est le géant silencieux qui déplace de vastes quantités de chaleur, d'oxygène et de nutriments à travers les océans, connectant chaque recoin aquatique du globe dans un cycle perpétuel. Son fonctionnement est basé sur des principes physiques aussi simples que celui de la densité de l'eau, mais son échelle et ses implications sont étonnamment complexes et d'une importance vitale. Le mot thermo-haline vient de deux concepts clés. Thermo, qui fait référence à la température, et haline, qui fait allusion à la salinité. Ces deux propriétés sont celles qui déterminent la densité de l'eau de l'océan. Une eau plus froide et plus dense, tout comme une eau avec une plus grande concentration de sel. Lorsque ces conditions sont combinées, cela crée une eau extrêmement lourde qui a une tendance naturelle à couler dans les profondeurs marines. Cet enfoncement est le point de départ de cet immense tapis roulant océanique. Pensons à l'une des régions les plus critiques pour le début de ce processus, l'Atlantique Nord. En particulier, les zones proches du Groenland et de la mer de Norvège. Ici, l'eau de surface qui a voyagé depuis les régions équatoriales, entraînant avec elle une quantité considérable de chaleur, commence à se refroidir drastiquement en raison des basses températures de l'air polaire. Pendant qu'elle se refroidit, une partie de l'eau gèle pour former de la glace de mer, un phénomène qui expulse le sel de l'eau gelée vers l'eau liquide environnante. Cela augmente significativement la salinité de l'eau restante, la rendant encore plus dense. Ainsi, l'eau de surface, désormais très froide et très salée, devient incroyablement lourde et commence à couler lentement vers les profondeurs abyssales de l'océan. Ce processus d'enfoncement crée un vide qui aspire davantage d'eau chaude et salée depuis le sud, perpétuant le cycle. On estime que dans ces régions, environ 20 millions de mètres cubes d'eau profonde sont formés par seconde, une quantité d'eau qui pourrait remplir 200 000 stades olympiques chaque seconde. Cette immense masse d'eau froide et dense ne reste pas statique. Une fois au fond de l'océan, elle commence son voyage lent mais imparable à travers les bassins océaniques du monde. Ce flux sous-marin est communément appelé la grande courroie de transport océanique en raison de son schéma circulatoire global. Depuis l'Atlantique Nord, les eaux profondes se dirigent vers le sud, coulant sous les courants de surface. Elles traversent l'équateur et continuent leur voyage vers l'océan Antarctique où elles se mélangent à d'autres masses d'eau froide et dense formées autour de l'Antarctique. Il est important de comprendre que ce voyage peut durer des siècles, avec des molécules d'eau parcourant des milliers de kilomètres à des vitesses qui, bien que lentes en surface, sont constantes et monumentales à leur échelle globale. Par exemple, une particule d'eau qui s'enfonce dans l'Atlantique Nord pourrait prendre 1000 ans ou plus pour compléter un cycle complet et remonter à la surface ailleurs dans le monde. Durant ce long périple, ces eaux profondes remplissent des fonctions vitales. À mesure qu'elles progressent le long des fonds océaniques, elles récupèrent des nutriments des sédiments et dissolvent le dioxyde de carbone de l'atmosphère qui a été absorbé par la surface et transporté vers le bas. C'est comme le système circulatoire de la planète, pompant les substances essentielles et régulant la chimie de l'océan. Une fois que ces eaux profondes atteignent l'océan Pacifique ou l'océan Indien, elles commencent à remonter lentement vers la surface dans un processus appelé remontée d'eau. Cela se produit souvent dans les régions côtières ou dans la zone équatoriale, où les vents ou la topographie sous-marine poussent les eaux profondes vers le haut. Lorsque ces eaux riches en nutriments émergent, elles fertilisent les zones de surface, favorisant la croissance du phytoplancton, la base de la chaîne alimentaire marine. Cette remontée d'eau est cruciale pour la productivité de la pêche dans des régions comme la côte du Pérou, les courants de Californie ou la remontée d'eau au large des côtes d'Afrique de l'Ouest. L'impact de la courante thermo-haline sur le climat mondial est immense et multifacétique. L'une de ses fonctions les plus remarquables est la distribution de la chaleur. Le courant de surface de l'Atlantique Nord, connu sous le nom de Gulf Stream et de son extension, la dérive nord-atlantique, transporte de grandes quantités de chaleur des régions équatoriales vers le nord. Sans ce transport, le climat de l'Europe occidentale serait drastiquement plus froid. Des villes comme Londres ou Paris, situées à des latitudes similaires à celles du Labrador au Canada ou de la Sibérie en Russie, jouissent d'hivers beaucoup plus doux précisément grâce à ce flux constant de chaleur océanique. Pour le mettre en perspective, la quantité de chaleur transportée par le Gulf Stream est équivalente à la puissance d'1 million de centrales nucléaires fonctionnant en continu.
Imaginez l'énergie libérée et distribuée par ce géant invisible. Cette chaleur modère les températures, réduit l'étendue de la glace de mer et prolonge les saisons de croissance dans ces régions, ce qui a permis le développement de sociétés et d'écosystèmes très différents de ceux qui existeraient autrement. Au-delà de la chaleur, la courante thermohaline joue un rôle fondamental dans le cycle global du carbone. L'océan est le plus grand puits de carbone de la planète, absorbant environ un quart des émissions annuelles de dioxyde de carbone anthropique. La courante thermohaline facilite ce processus en transportant le dioxyde de carbone dissous de la surface vers les profondeurs, où il peut être stocké pendant des siècles. Ce processus contribue à atténuer l'effet de serre en éliminant une partie de l'excès de carbone de l'atmosphère. Cependant, la capacité de l'océan à absorber le dioxyde de carbone a des limites et entraîne des conséquences, telles que l'acidification des océans. À mesure que le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, il forme de l'acide carbonique, ce qui réduit le pH de l'océan. Cela a de graves implications pour les organismes marins dotés de coquilles ou de squelettes en carbonate de calcium, tels que les coraux, les mollusques et certains types de plancton qui sont à la base de nombreux écosystèmes marins. Le courant thermohaline est également vital pour la distribution de l'oxygène. Les eaux qui coulent dans les régions polaires sont bien oxygénées grâce à leur contact avec l'atmosphère. À mesure que ces eaux profondes se déplacent à travers les océans, elles transportent cet oxygène vers les profondeurs, permettant à la vie de prospérer même dans les endroits les plus reculés et les plus sombres des abysses marins. Sans cet apport constant d'oxygène, de vastes zones du fond océanique deviendraient des zones anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène, ce qui anéantirait une grande partie de la vie marine profonde. La recherche sur le courant thermohaline est relativement récente dans sa compréhension moderne. Bien que les marins et les océanographes aient observé et cartographié les courants de surface pendant des siècles, l'idée d'une circulation océanique globale en 3 dimensions, propulsée par des différences de densité, a pris de l'ampleur au milieu du XXe siècle. Henry Stommel, un océanographe américain, a été un pionnier dans la description conceptuelle de cette grande ceinture de transport océanique dans les années 1950. Bien que l'idée que les océans profonds se déplaçaient a déjà été proposée par des scientifiques comme Benjamin Franklin et plus en détail par Sviatopolk Boguslavski à la fin du XIXe siècle. En période actuelle, la communauté scientifique surveille le courant thermohaline avec une intensité sans précédente. Des bouées autonomes, des satellites, des capteurs sur le fond marin et des navires de recherche sont utilisés pour recueillir des données sur la température, la salinité et la vitesse des courants à différentes profondeurs et régions. Un exemple notable est le réseau de bouées Argo, qui sont de petits sous-marins robotisés qui plongent à 2000 mètres de profondeur et rencontrent la température et la salinité de l'eau lorsqu'ils remontent à la surface, envoyant les données par satellite. Plus de 4000 de ces bouées opèrent dans les océans du monde, offrant une vision détaillée des conditions océaniques. Les mesures les plus directes de la circulation méridionale de retournement de l'Atlantique, connue sous son acronyme anglais AMOC, qui est la branche atlantique du courant thermohaline, ont commencé au début des années 2000. Les scientifiques ont installé des réseaux de capteurs le long de latitudes stratégiques, comme la section de 26,5 degrés de latitude nord. Les données recueillies par ces réseaux ont révélé une tendance préoccupante, l'AMOC s'est affaibli au cours des dernières années. Des études récentes, publiées dans des revues scientifiques à fort impact, suggèrent que l'AMOC est dans son état le plus faible depuis au moins 1600 ans. On estime que sa force a diminué d'entre 15 et 20% depuis le milieu du XXe siècle. Cet affaiblissement a été directement lié au changement climatique induit par les activités humaines. 2 facteurs principaux contribuent à ce phénomène. Premièrement, la fonte accélérée de la glace au Groenland et dans l'Arctique, causée par l'augmentation des températures mondiales, libère une énorme quantité d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Cet afflux d'eau douce réduit la salinité de l'eau de surface, diminuant sa densité et, par conséquent, sa capacité à couler. Deuxièmement, le réchauffement climatique entraîne une augmentation générale de la température de l'eau de l'océan, ce qui réduit également sa densité et freine le processus de plongée. La combinaison d'eau plus chaude et moins salée dans l'Atlantique Nord perturbe le délicat équilibre qui propulse l'AMOC. Imaginons un moteur qui commence à tomber en panne parce que son carburant est dilué et que son système de refroidissement surchauffe. C'est, en substance, ce qui arrive à ce courant océanique vital. Les scientifiques sont particulièrement préoccupés par la possibilité d'un point de bascule, c'est-à-dire un seuil au-delà duquel l'affaiblissement du courant pourrait s'accélérer rapidement avec des conséquences imprévisibles et potentiellement catastrophiques. Les conséquences possibles d'un affaiblissement accru, voire d'un effondrement de la circulation thermohaline sont alarmantes et de portée mondiale. L'une des plus directes est un refroidissement significatif du climat en Europe occidentale.
Si le flux de chaleur transporté par le Gulf Stream diminue ou cesse, les températures hivernales dans cette région pourraient chuter de plusieurs degrés Celsius, ce qui aurait un impact dévastateur sur l'agriculture, l'énergie et la vie quotidienne. Les modèles climatiques suggèrent des hivers plus rigoureux et des saisons de croissance plus courtes. Outre le refroidissement européen, l'affaiblissement de la circulation thermohaline pourrait avoir l'effet inverse dans d'autres parties du monde. Il pourrait entraîner un réchauffement accéléré de l'Atlantique tropical, ce qui, à son tour, intensifierait les ouragans et les tempêtes tropicaux, augmentant leur fréquence et leur pouvoir destructeur. Les communautés côtières des Caraïbes et du sud-est des États-Unis connaissent déjà une augmentation de l'intensité des cyclones, et ce scénario pourrait s'aggraver. Un autre effet préoccupant est l'élévation du niveau de la mer. L'affaiblissement de la moque pourrait entraîner une accumulation d'eau sur la côte est de l'Amérique du Nord en raison de changements dans la force des courants, qui normalement repoussent l'eau loin de la côte. Certaines études prévoient une élévation supplémentaire du niveau de la mer allant jusqu'à 20 cm dans cette région d'ici la fin du siècle, s'ajoutant à l'augmentation causée par l'expansion thermique de l'eau et la fonte des glaciers. Cela mettrait en péril des millions de personnes et des milliards de dollars d'infrastructures côtières. Dans le milieu marin, l'impact sur les écosystèmes serait profond. Un changement dans le courant thermohalin modifierait les schémas de remontée d'eau, affectant la distribution des nutriments et par conséquent la productivité des pêcheries. Des régions actuellement riches en vie marine pourraient devenir stériles, tandis que d'autres pourraient connaître des changements imprévisibles. Cela aurait des implications économiques et de sécurité alimentaire pour de nombreuses nations qui dépendent des ressources marines. La distribution de l'oxygène serait également compromise. Avec une circulation plus lente, les eaux profondes recevraient moins d'oxygène de la surface, ce qui pourrait étendre les zones mortes anoxiques dans l'océan. Ces zones sont létales pour la plupart de la vie marine et pourraient affecter la biodiversité et la santé générale de l'océan. Imaginez de vastes étendues sous-marines sans vie où seules des bactéries anaérobies prospèrent. L'impact s'étendrait même aux régimes de précipitations mondiaux. Un changement dans le courant thermohalin pourrait altérer les trajectoires des tempêtes et les zones de mousson, affectant la disponibilité d'eau douce pour des millions de personnes. Par exemple, les moussons en Afrique de l'Ouest et en Inde, qui sont cruciaux pour l'agriculture et l'approvisionnement en eau, pourraient s'affaiblir ou devenir plus erratiques, entraînant des sécheresses prolongées et des famines. Le scénario d'un effondrement complet du courant thermohalin, bien qu'il ne soit pas attendu à court terme, est une possibilité que les scientifiques considèrent à très long terme si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas drastiquement contrôlées. Un tel événement représenterait un changement climatique abrupt et drastique, avec des conséquences qui seraient extrêmement difficiles à atténuer. La Terre a déjà connu des changements abrupts dans le passé géologique en raison d'altérations de cette circulation, bien que poussées par des facteurs naturels. La différence est que maintenant, la cause principale est l'activité humaine. L'histoire de la Terre nous offre des exemples de la manière dont ce courant a influencé le passé. Au cours de la dernière glaciation, il y a environ 10 000 à 20 000 ans, le courant thermohalin s'est affaibli ou arrêté à plusieurs reprises, ce qui est corrélé à des périodes de refroidissement rapide dans l'hémisphère nord, connues sous le nom d'événements de Heinrich ou du Dryas récent. Ces événements démontrent la sensibilité du système climatique aux fluctuations de la circulation océanique profonde. La compréhension de ces phénomènes passés nous donne une perspective cruciale sur l'ampleur du risque actuel. Ce qui était autrefois des oscillations naturelles sur des échelles de temps géologiques est maintenant influencé par le rythme accéléré du réchauffement climatique causé par l'être humain. La rapidité du changement actuel est sans précédent dans l'histoire récente de la Terre. Face à ce panorama, que pouvons-nous faire ? L'atténuation du changement climatique est l'action la plus cruciale. Réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone et le méthane, est fondamental pour freiner le réchauffement climatique et la fonte des calottes polaires. Cela implique une transition mondiale vers des sources d'énergie renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique et modifier les pratiques agricoles et l'utilisation des sols. L'investissement dans la recherche et le suivi continu est également vital. Nous devons comprendre avec plus de précision comment le courant thermohalin change et quelles seront les implications futures. Les modèles climatiques doivent être affinés pour prédire avec plus de certitude les points de basculement et la vitesse des changements. La coopération internationale est indispensable, car l'océan ne connaît pas de frontières politiques. Les données doivent être partagées et les stratégies coordonnées au niveau mondial. Le courant thermohalin est un puissant rappel de l'interconnexion des systèmes terrestres. C'est un géant invisible qui opère silencieusement sous la surface, mais dont le pouls vital est essentiel à la régulation de notre climat, de la vie marine et de la stabilité de nos continents. Sa santé est un indicateur critique de la santé de notre planète.
Comprendre ce courant n'est pas seulement un exercice académique, c'est une nécessité urgente. C'est la clé pour comprendre les implications de nos actions sur un système planétaire délicat et finement ajusté. Les informations que nous avons partagées aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg d'un monde sous-marin complexe et crucial. Explorateurs, cette connaissance nous invite à la réflexion et à l'action. Si cette histoire vous a fasciné et vous a fait voir notre planète avec de nouveaux yeux, abonnez-vous à Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures scientifiques. Aimez cette vidéo si elle vous a semblé précieuse et partagez ces informations vitales avec vos amis et votre famille. Laissez-nous un commentaire avec vos réflexions et vos questions. Votre participation nous aide à continuer de révéler les secrets de notre monde étonnant.